Imaginez, on est en mars 2025. Un physicien de l'université Harvard termine un calcul et il tombe sur un résultat qui, franchement, n'a aucun sens. Il vient de faire quelque chose de complètement fou, additionner toute la puissance de calcul quantique de chaque organisme ayant jamais vécu sur Terre. Et le chiffre qu'il obtient est vertigineux. 10 puissance 60. C'est le nombre total d'opérations quantiques que la vie a effectuées en 4,5 milliards d'années. Pour se faire une idée, c'est un chiffre qui se rapproche de la capacité de calcul totale de l'univers observable tout entier depuis le Big Bang. Rien que ça. Alors, on pourrait se dire que c'est une idée un peu farfelue, non? Eh bien non. Ce calcul a été publié dans la très sérieuse revue Science Advances et à ce jour, personne n'a pu le réfuter. Et l'implication, elle donne le tournis. Ça voudrait dire que chaque cellule vivante, de la bactérie la plus simple à nous, est en train d'effectuer des opérations quantiques en permanence. Mais le plus dingue dans tout ça, ce n'est pas tant le chiffre, c'est de savoir qui fait tous ces calculs. On pense tout de suite au cerveau, évidemment. Mais non. Pendant plus de 3 milliards d'années, la grande majorité de cette puissance de calcul ne venait pas des neurones. Elle venait d'organismes tout simples, non conscients. Le calcul biologique ne commence pas avec le cerveau, il commence avec la toute première cellule. Bon, là on se dit, attends, comment c'est possible? Ça semble défier tout ce qu'on sait. Et pour comprendre pourquoi ça paraît si fou, il faut qu'on parle du plus gros obstacle de l'informatique quantique, ce qui rend cette idée en biologie si difficile à avaler. Ok, petit rappel rapide. Dans nos ordinateurs, on a des bits. C'est simple, c'est soit 0, soit 1. Point. Mais en quantique, on a le qubit. Et là, c'est une toute autre histoire. Grâce à un principe appelé la superposition, un qubit peut être à la fois 0 et 1 en même temps. C'est de là que vient toute la magie, toute la puissance du calcul quantique. Sauf qu'il y a un mais, un énorme mais. Cet état de superposition est incroyablement fragile, vraiment. La moindre petite vibration, un tout petit changement de température, un rayon de lumière qui se perd, et hop, tout s'effondre. Ce phénomène, on l'appelle la décohérence, et c'est le cauchemar absolu de tous ceux qui essayent de construire un ordinateur quantique. Et pour bien mesurer à quel point c'est un cauchemar, regardez ce que font des gens comme Google ou IBM. Ils enferment leurs processeurs dans d'immenses frigos refroidis à 15 millikelvin. C'est plus froid que le vide de l'espace. Et même comme ça, leur état quantique ne tient que quelques microsecondes. Du coup, la question qui tue, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'une cellule vivante, chaude, humide, un vrai bazar, peut réussir à faire ce que nos technologies les plus pointues n'arrivent pas à faire? Et la réponse, eh bien, elle se cachait là, sous nos yeux, au cœur même de ce chaos cellulaire. Il s'avère que la nature n'a pas seulement trouvé une parade, non, elle a développé une véritable ingénierie. Une ingénierie qu'on commence à peine à déchiffrer. Alors, qui sont les stars de ce spectacle biologique? D'abord, les microtubules. C'est un peu le squelette de nos cellules. À l'intérieur, on trouve des réseaux de tryptophane, un acide aminé, et ensemble, ils créent un phénomène quantique juste incroyable, la superradiance. Pour faire simple, c'est comme si des centaines de molécules se synchronisaient parfaitement pour agir comme une seule supermolécule, opérant 1 milliard de fois plus vite qu'un neurone. C'est une toute autre échelle. Et quand on regarde la chronologie, c'est fascinant. En 1944, le grand physicien Schrödinger se posait déjà la question « Qu'est-ce que la vie ?» Il sentait qu'il y avait autre chose. Il a fallu attendre 2025 pour que l'université de Chicago prouve qu'une protéine peut agir comme un qubit. Et à peine un an plus tard, Oxford montre qu'on peut même les optimiser. La porte était à peine entrouverte que tout s'est emballé. La vraie clé, c'est cette découverte de Chicago. Ils ont montré qu'une protéine, toute bête, peut maintenir son état quantique à température ambiante, dans une bactérie vivante. Comment? Sa coque externe n'est pas un mur étanche, c'est plutôt un filtre intelligent. Elle neutralise certaines vibrations de la chaleur, tout en utilisant d'autres pour se stabiliser. C'est du génie. Et là, on fait un bond conceptuel énorme. Pendant des années, on observait passivement les effets quantiques dans la nature, par exemple chez les oiseaux migrateurs. Mais maintenant, grâce à des équipes comme celle d'Oxford, on n'est plus de simples spectateurs. On devient des concepteurs. On peut prendre ces protéines et commencer à les modifier pour nos propres besoins. Et c'est ici que ça devient vraiment vertigineux. Parce que si la vie fait ça au niveau d'une cellule, ça ouvre la porte à une question fondamentale, celle de la nature de notre conscience. Alors, cette idée d'une conscience quantique, elle n'est pas nouvelle. Dans les années 90, le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Amroff avaient déjà proposé ça. La conscience émergerait de processus quantiques dans les microtubules du cerveau. À l'époque, soyons honnêtes, une bonne partie du monde scientifique s'est moquée d'eux. Il faut dire que l'objection contre eux était de taille et semblait imparable. Le cerveau est chaud,
humide, bruyant. Comment un état quantique si fragile pourrait-il y survivre ne serait-ce qu'une fraction de seconde? C'était jugé impossible. Fin de la discussion. Et pourtant, tout ce qu'on vient de voir change la donne. Si une simple protéine dans une bactérie peut rester dans un état quantique stable à température ambiante, alors l'objection fondamentale contre une conscience quantique, eh bien, elle s'effondre. Et d'autres indices s'accumulent. On a découvert par exemple que les anesthésiques qui nous éteignent agissent directement sur ces fameux microtubules. Des scans cérébraux très récents ont même détecté des signaux qui ressemblent fort à de l'intrication quantique à grande échelle dans des cerveaux humains bien vivants. Attention, ce n'est pas encore une preuve formelle, mais l'hypothèse est redevenue très sérieuse et elle aide à éclairer de vieux mystères, comme la façon dont notre cerveau unifie toutes nos perceptions en une seule expérience cohérente. La différence fondamentale, elle est là. Notre ingénierie, la technologie humaine, elle essaie de combattre le chaos. On met tout au froid, on isole, on protège. La nature, elle, a eu des milliards d'années pour trouver une autre voie. Elle ne combat pas le chaos, elle danse avec. Elle se sert de l'agitation thermique ambiante pour se stabiliser. C'est une stratégie à laquelle on n'avait même pas pensé. On est vraiment face à un possible changement de paradigme. La biologie du XXe siècle était classique, mécanique. Les gènes étaient un code, les protéines des machines. Ce qu'on découvre, c'est qu'il y a un sous-sol, un étage quantique, juste en dessous, un niveau fondamental que l'évolution a appris à maîtriser depuis le tout début. Au final, la question n'est donc plus de savoir si la vie exploite le monde quantique. Ça semble de plus en plus être le cas. La vraie question, c'est plutôt depuis combien de temps et à quel point avons-nous sous-estimé la complexité et la puissance de ce que le vivant accomplit à chaque instant, juste sous nos yeux.